Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire consacré aux impacts RH et paye liés à l'épidémie du Covid-19. Alors je vais me présenter rapidement, je suis Loïs Guillet, je fais partie du pôle veille juridique d'ADP, pôle veille juridique qui suit quotidiennement les évolutions en ce moment même liées à l'épidémie du Covid-19 et à cet état d'urgence sanitaire. Nous allons aujourd'hui consacrer donc à ce webinaire pendant 1h30, 1h15 de présentation et puis environ 15 à 20 minutes de questions. Alors, au cours de cette présentation, nous allons voir différentes situations, 6 situations différentes très exactement, en fonction des différents cas rencontrés au sein de vos entreprises. Le premier cas qui sera bien évidemment le télétravail puisqu'il s'agit de la situation de principe. Nous verrons également le cas de salariés qui ont pu être mis en isolement avant les mesures de confinement généralisées, les salariés malades, qu'ils soient atteints du virus ou non, les salariés éventuellement absents sans autorisation, le fameux arrêt pour garde d'enfants, et puis nous consacrerons un certain temps à l'activité partielle, qui est un dispositif qui existait déjà auparavant, mais qui a été renforcé dans ce contexte très particulier. Bien entendu, nous aborderons les conséquences de cette épidémie sur les reports de charges, puisque un certain nombre d'assouplissements a été pris par le gouvernement pour accompagner les entreprises, et le report de certaines réformes en cours, comme par exemple la réforme de l'assurance chômage qui devait entrer en vigueur ce 1er avril. Nous terminerons bien évidemment par un question-réponse qui sera l'occasion de répondre à vos interrogations. Alors nous sommes très nombreux ce matin, par conséquent nous allons je vais essayer de répondre à un maximum de questions bien entendu, même si dans le temps imparti, je ne pourrai pas nécessairement répondre à tout le monde. J'espère que cette présentation sera l'occasion déjà de répondre à un grand nombre de vos interrogations. En tout état de cause, n'hésitez pas ultérieurement à revenir vers vos interlocuteurs ADP ou même pour les clients ADP Ligne Sociale à prendre contact avec nos experts puisque nous sommes disponibles et là pour ça. Je vous propose que l'on démarre directement avec une première information simplement pour reprendre les références et les liens utiles. En effet, je pense que depuis plusieurs semaines, vous avez pu constater que le gouvernement et l'administration adoptaient un certain nombre de textes. Les évolutions vont très vite. Donc vous avez à l'écran tous ces textes à jour de la date du 30 mars. Donc toutes les évolutions que nous allons voir ce matin sont effectivement celles en vigueur et à jour à la date du 30 mars. Il faut bien entendu avoir en tête que nous allons avoir d'autres précisions dans les jours à venir, soit d'autres textes, d'autres décrets que nous attendons. Je pense particulièrement à l'activité partielle par exemple, et puis d'autres précisions de l'administration en fonction aussi de l'évolution de cette crise sanitaire. Alors on peut noter sur les liens utiles en bas de la page, le site du gouvernement pour commencer, Info Coronavirus, qui est très régulièrement mis à jour des différentes précisions et qui est très largement sur les impacts de cette épidémie, mais au-delà même du droit social et de la paye bien évidemment. Plus axé sur ce qui nous concerne, vous avez le site Net Entreprise pour l'aspect déclaratif qui est également mis à jour très régulièrement avec un certain nombre d'actualités, notamment sur le report de charges et les modalités de ces reports qu'on va aborder ce matin. Et puis le site de l'activité partielle, qui est le site qui permet de faire la demande d'autorisation préalable. On va revoir cette procédure. Et à ce titre-là, un document a été mis en ligne récemment, il y a quelques jours, sur le site donc travail-emploi.gouv. Et c'est un document qui reprend tout le dispositif de l'activité partielle renforcé avec les nouvelles dispositions applicables.
Donc nous verrons aussi, bien entendu, les différents décrets qui ont été pris depuis fin janvier, notamment sur ces dérogations et assouplissements en matière d'IJSS, en matière d'indemnisation, arrêt de travail selon le Code du travail, puisque notamment le délai de carence IJSS a été supprimé pour tous les arrêts. Nous verrons également que pour le maintien employeur, ce délai de carence a été également supprimé dans certains cas. Et puis, le 23 mars, nous avons eu cette loi d'urgence qui a été prise par le gouvernement pour acter cet état d'urgence sanitaire pendant au moins 2 mois et qui permet au gouvernement de prendre par ordonnance des mesures dérogatoires, notamment en matière de congés payés, de durée du travail et pour aménager et renforcer ce dispositif de l'activité partielle. Donc, vous avez vraiment tous ces documents et puis évidemment, le premier qui est indiqué tout en haut à gauche, le question-réponse du ministère du Travail, qui est également mis en ligne sur le site du ministère et à jour très régulièrement. Il date du 28 février pour la version initiale, mais la semaine dernière encore, il a été mis à jour. Alors, nous allons démarrer ce webinaire par donc aborder 6 situations différentes que vous pouvez rencontrer au sein de vos entreprises, à commencer par la situation du télétravail. Alors, s'agissant du télétravail, c'est effectivement la règle de principe depuis le passage de l'épidémie à la phase 3, puisque dorénavant, toutes les entreprises qui le peuvent doivent organiser le travail à domicile pour limiter au maximum les contacts entre les personnes et en respectant donc les règles de confinement qui ont été énoncées. Donc pour les entreprises qui le peuvent, c'est maintenant la règle de principe pour les postes qui le permettent, à savoir que bien évidemment pour les salariés qui sont concernés, il n'y a pas d'impact sur la rémunération. Le contrat persiste dans les mêmes conditions, simplement l'organisation est adaptée tenant compte que le salarié travaille à domicile. Pour les emplois qui ne sont pas éligibles au télétravail, alors bien entendu, ces personnes peuvent se rendre sur leur lieu de travail. Par contre, il y a un cadre très précis à respecter et notamment les règles de distanciation, les gestes barrières qui ont été mis en œuvre par le gouvernement. Donc, il faut limiter au strict nécessaire les réunions, limiter les regroupements des salariés dans des espaces réduits, annuler ou reporter les déplacements qui ne sont pas indispensables et adapter au maximum l'organisation du travail pour vraiment limiter les contacts. C'est le mot d'ordre. Pour ces personnes sur le site du ministère. Alors, c'est l'occasion de vous rappeler aujourd'hui quelques règles de principe sur le télétravail. Rappelons qu'il s'agit d'un dispositif facultatif de manière générale, en dehors de ce contexte de crise. Les employeurs peuvent décider de recourir au télétravail et de mettre en œuvre les modalités de recours au télétravail par un accord collectif ou une charte élaborée par l'employeur après avis des représentants du personnel. Ce n'est pas une obligation. Il est aussi possible pour le salarié et l'employeur de convenir par tout moyen du recours au télétravail, qu'il soit occasionnel ou régulier. Si toutefois il y a une charte ou un accord collectif, une ordonnance de 2017 a fixé un certain nombre de mentions obligatoires dans cet accord ou dans cette charte, notamment les conditions de passage au télétravail, par exemple les critères d'éligibilité, cela peut être des critères de responsabilité, d'autonomie, les salariés ou les postes effectivement visés par la possibilité de faire du télétravail. Les conditions de retour à une exécution normale sans télétravail, une exécution du travail sans télétravail, ou les modalités relatives à l'accord du salarié, les durées et plages horaires de télétravail, ou encore la prise en charge des coûts. Sur la prise en charge des coûts, effectivement, il n'y a pas en tant que tel d'obligation légale de prendre en charge les coûts liés au télétravail. Toutefois, cette ordonnance de 2017 dont je vous parlais prévoit que c'est une mention obligatoire dans l'accord ou la charte de prévoir les modalités de prise en charge de ces coûts.
liées à l'exercice du travail à domicile. Dans ce contexte actuel de circonstances exceptionnelles liées à cet état d'urgence sanitaire, eh bien, il faut savoir que le Code du travail fixait déjà la possibilité pour l'employeur de recourir au télétravail sans formalisme dans le cadre de circonstances exceptionnelles et notamment de menaces épidémiques ou en cas de force majeure. Donc, c'est le cas actuellement dans le cadre de cet état d'urgence sanitaire lié à l'épidémie du Covid-19. Par conséquent, les entreprises peuvent évidemment, puisque c'est le mot d'ordre, recourir au télétravail et sans formalisme obligatoire. Alors bien entendu, même s'il n'y a pas de formalisme obligatoire, il est recommandé d'envoyer une note interne aux salariés simplement pour leur expliquer l'organisation du travail avec au regard du télétravail, fixer éventuellement les plages horaires de télétravail dans ce contexte actuel. Plus il y a de communication sur le sujet, et mieux c'est. Il ne faut pas oublier, on en dira quelques mots tout à l'heure, également, même si ce n'est pas une obligation, eh bien, il est recommandé d'informer les représentants aussi du personnel, puisque leur mandat subsiste dans les mêmes conditions qu'en dehors d'une telle crise sanitaire. La deuxième situation que nous avons identifiée concerne les salariés qui ont été mis en isolement avec un arrêt de travail de l'ARS, l'Agence régionale de santé, ou de la CPAM. Alors effectivement, c'était une situation qu'on a pu rencontrer déjà il y a quelques semaines pour des salariés qui ont été tout simplement, par exemple, en contact avec une personne malade atteinte du virus, par exemple dans des crèches, personnel hospitalier ou dans les EHPAD, ou une personne qui a séjourné dans une zone concernée par un foyer épidémique de ce virus. Et donc ces personnes ont pu être placées en quarantaine pour 14 jours minimum, avec impossibilité de se rendre sur leur lieu de travail ou d'assurer leur emploi si le télétravail était impossible. Et pour éviter que ces personnes ne soient pénalisées financièrement, eh bien elles ont pu se faire prescrire un arrêt de travail par un médecin habilité de la CPAM sur avis de l'ARS, sans être toutefois malade. Et cet arrêt de travail était octroyé pour minimum 14 jours, voire maximum 20 jours. Pour ne pas pénaliser ces personnes financièrement, eh bien, nous avons eu un décret, un des premiers décrets du 31 janvier qui a supprimé le délai de carence sur les IJSS versés pour ce type d'arrêt appelé arrêt confinement. Donc les IJSS sont versés sans carence, sans condition d'ouverture de droit. Condition d'ouverture de droit, on pense particulièrement à la durée de cotisation minimale. Au niveau de l'indemnisation de l'employeur, eh bien, le maintien de salaire versé par l'employeur légal a été, s'agissant de l'aspect légal, le délai de carence a également été supprimé. Tandis que pour l'application des dispositions conventionnelles, eh bien, c'est au choix des entreprises. Donc, c'est à votre choix de décider si le délai de carence conventionnel est supprimé ou non, sachant que le question-réponse du ministère du 28 février, dont on a parlé juste avant, prévoit quand même la possibilité, bien entendu, de supprimer ce délai de carence conventionnel pour uniformiser avec les règles prévues sur l'indemnisation prévue par le Code du travail. La troisième situation qu'on a pu identifier, c'est le cas de salariés atteints du virus, malades, atteints de ce fameux coronavirus. Et la question que l'on s'est posée très rapidement, est-ce que les dispositions dérogatoires applicables aux salariés en arrêt de travail confinement, à savoir la suppression du délai de carence IJSS ainsi que la suppression du délai de carence maintien de salaire employeur légal, sont applicables aux salariés atteints de ce virus? Au départ, donc le 19 mars, vous avez la date à l'écran, la réponse de la CNAM a été de dire que il s'agit d'un arrêt de travail classique, délivré par le médecin. Et donc, les règles d'indemnisation sont les règles classiques, application du délai de carence, IJSS, dans les conditions habituelles. Et puis, nous avons eu cette loi du 23 mars qui a déclaré notamment l'état d'urgence sanitaire et qui a uniformisé les règles puisqu'elle a fixé une règle unique de suppression des délais de carence IJSS pour tout type d'arrêt depuis le 24 mars 2020 pendant 2 mois jusqu'au 25 mai
Autrement dit, quelle que soit l'origine de l'arrêt, qu'il s'agisse d'un arrêt confinement, qu'il s'agisse d'un arrêt, on va en parler après, garde d'enfant, un arrêt maladie classique, un arrêt maladie virus Covid-19, dans tous les cas, le délai de carence IJSS a été supprimé. La quatrième situation qu'on peut identifier aujourd'hui, ce matin, c'est le cas de salariés parents d'un enfant dont l'établissement scolaire est fermé. Alors effectivement, depuis le 16 mars, tous les établissements scolaires, établissements d'accueil des enfants sont fermés. Initialement, le salarié qui était contraint de garder son enfant parce que l'enfant pouvait être lui-même malade du virus ou faisant l'objet d'une mesure de confinement, pouvait déjà bénéficier d'un arrêt de travail spécifique. Alors sur avis de l'ARS, la procédure a été simplifiée lorsque les mesures de confinement ont été généralisées. Dorénavant, l'employeur doit aller faire directement la déclaration d'arrêt de travail sur le site Déclare Amélie que vous avez à l'écran. Il y a plusieurs conditions à remplir, bien entendu, pour bénéficier de cet arrêt. Déjà, une condition d'âge. L'enfant doit avoir moins de 16 ans au jour du début de l'arrêt. L'enfant doit être scolarisé ou accueilli dans un établissement fermé. Un seul parent ne peut bénéficier de cet arrêt. Donc il y a une attestation sur l'honneur à remplir et on peut par contre imaginer, l'arrêt étant octroyé pour une durée de 14 jours et renouvelable autant de fois que nécessaire, donc jusqu'à la réouverture des établissements, eh bien on peut imaginer que un parent prenne un arrêt pendant 14 jours et que l'autre parent prenne le relais les 14 jours suivants par exemple. Donc il y a une alternance possible, mais en tout état de cause, les deux parents ne peuvent pas bénéficier de cet arrêt en même temps. Et l'arrêt de travail doit être la seule solution possible. Donc c'est bien à l'employeur d'aller faire ce déclaratif directement sur le site Déclare Amélie. S'agissant de l'indemnisation, eh bien, on va retrouver les mêmes règles dérogatoires qu'on a pu voir précédemment pour l'arrêt confinement. Les personnes qui bénéficient de cet arrêt garde d'enfants, eh bien, bénéficient du versement des IJSS sans délai de carence, sans condition d'ouverture de droit, et du maintien employeur si maintien légal en application du Code du travail également sans délai de carence, si maintien conventionnel, possibilité de le supprimer également, ce délai de carence. Et le 17 mars, eh bien, en complément de ce dispositif spécifique, l'ACOSS a publié un communiqué de presse pour l'étendre à d'autres personnes à risque élevé. Alors vous avez la liste à l'écran. On peut noter notamment les femmes enceintes, des personnes qui sont atteintes d'hypertension artérielle par exemple, les personnes qui sont atteintes d'insuffisance respiratoire chronique, de maladies respiratoires, il y en a d'autres. Vous avez toute la liste exhaustive sous les yeux, et donc ces personnes qui doivent impérativement rester à leur domicile en arrêt de travail si aucune solution de télétravail n'est envisageable, eh bien peuvent directement elles-mêmes, sans passer par leur employeur, aller sur ce déclaratif, ce téléservice Déclare Amélie pour déclarer un arrêt de travail. Il y a des conditions à remplir il faut rentrer dans ces, en tout cas être visé par ce communiqué de presse qui liste ces personnes à risque, être en affection longue durée ou enceinte, et l'arrêt de travail est octroyé pour une durée initiale de 21 jours. Sachant que le communiqué date du 17 mars, mais une déclaration était rétroactivement possible en date du 13 mars. Alors, nous avons parlé des différents arrêts de travail possibles, arrêt de travail maladie, arrêt de travail confinement, arrêt garde d'enfants. On a évoqué les dérogations, notamment sur les conditions assouplies, suppression de délai de carence. On n'a pas beaucoup parlé de la condition d'ancienneté. Je vous propose de faire un focus vraiment sur ces conditions et ces dérogations applicables dans leur ensemble. Donc, en commençant par la partie IJSS. Pour la partie IJSS, on l'a vu, la loi du 23 mars a supprimé le délai de carence pour tous les arrêts, tout type d'arrêt, confinement, maladie, garde d'enfants, intervenus depuis le 24 mars et jusqu'au 25 mai. Donc ces IJSS sont versés sans carence et sans condition d'ouverture de droit.
En ce qui concerne le maintien légal, les conditions sont encore un petit peu disparates. Il est possible que nous ayons une harmonisation dans les jours à venir. Actuellement, eh bien, la suppression du délai de carence concerne les arrêts confinement Covid-19 et les arrêts garde d'enfants, sachant que ces dérogations sont applicables jusqu'au 30 avril. Il y aura très vraisemblablement un décret pour prolonger cette date d'application en fonction de la durée du confinement. On attend également éventuellement un arrêt pour uniformiser cette suppression du délai de carence, mais pour tout type d'arrêt, pour que nous soyons en adéquation avec les règles applicables pour les IJSS. En revanche, la loi du 23 mars a supprimé pour tout type d'arrêt la condition d'ancienneté d'1 an requise pour bénéficier du maintien de salaire prévu par l'employeur légal. Donc cette condition d'ancienneté, en application du Code du travail, n'est plus requise, ainsi que pour les arrêts isolement Covid-19, eh bien, il y a deux conditions en principe applicables qui sont également supprimées, à savoir eh bien, l'obligation de justifier de l'arrêt dans les 48 heures et d'être soigné sur le territoire français. Ces dérogations, ces suppressions sont applicables jusqu'au 31 août 2020. Et en ce qui concerne le maintien en application d'une convention collective, eh bien, selon le ministère du Travail, en application du question-réponse, il est possible de supprimer ce délai de carence, bien évidemment. Alors, en résumé, si on veut résumer avec un schéma pour simplifier tout ce que l'on vient de voir, eh bien, on peut lister donc la situation de l'arrêt garde d'enfants, l'arrêt confinement-isolement, l'arrêt maladie atteint du virus ou l'arrêt maladie sans être nécessairement atteint du virus. On peut remarquer que dans les 4 situations, on l'a vu, on le répète, mais au moins c'est pour être sûr que ce soit bien clair, il n'y a pas d'IJSS. Les IJSS sont versés sans délai de carence. Il n'y a pas de délai de carence applicable au versement des IJSS dans tous les cas. Par ailleurs, la condition d'ancienneté d'1 an applicable au maintien de salaire prévu par le Code du travail est également supprimée pour tous les types d'arrêts. En revanche, on va trouver des règles qui vont être plus disparates sur la partie. Alors, on va distinguer donc les arrêts garde d'enfants et arrêts confinement qui bénéficient de la suppression du délai de carence légal. Le délai de carence conventionnel, encore une fois, eh bien, c'est une possibilité de le supprimer. Ce n'est pas une obligation d'un point de vue strictement légal. Et les derniers cas, eh bien, le cas du salarié qui est malade, qu'il soit atteint ou non du virus, dans ces cas-là, le maintien de salaire prévu par l'employeur en application du Code du travail ou de la convention collective se met en œuvre dans les conditions classiques, donc avec le délai de carence et la condition d'ancienneté, s'il y en a une, en application de la convention collective, en tout cas. Alors, la 5e situation que nous avons identifiée, c'est le cas du salarié absent sans autorisation. C'est une période très particulière. Il y a des possibilités, effectivement, on va revoir ces cas avec des schémas notamment. Si le salarié est absent de sa propre volonté, qu'il n'a pas été mis à l'isolement, qu'il n'est pas malade, il n'a pas d'arrêt de travail, il n'est pas non plus en télétravail, mais voilà, il ne va pas travailler sans demande de l'employeur de rester à son domicile, et bien là, l'employeur sera fondé à calculer une retenue pour absence exactement proportionnelle à la durée de l'absence, bien évidemment. Donc c'est une absence normale, classique, qui est à traiter en paye dans ce type de cas. Alors le salarié peut décider de poser des congés payés ou des RTT, mais il doit bien évidemment en informer son employeur. Alors une des questions qui revient assez souvent et qui peut être d'ailleurs la raison pour laquelle un salarié pourrait être absent sans autorisation, c'est la question de l'utilisation du droit de retrait. Ce droit de retrait qui, selon le Code du travail, eh bien, peut être invoqué par les salariés en cas de danger grave et imminent pour la vie ou pour leur santé.
Et dans ce type de situation, oui, il est possible d'exercer son droit de retrait. Toutefois, le gouvernement et les pouvoirs publics ont précisé que si l'employeur respecte bien les conditions sanitaires et les gestes barrières dans le cadre de cette épidémie, le droit de retrait ne serait pas nécessairement justifié. Alors, effectivement, dans ce type de cas, en tout état de cause, ce seront aux juges de trancher si le droit de retrait est effectivement justifié. En tout état de cause, d'après le question-réponse du ministère, vous pouvez retrouver ces informations notamment sur ce document. Eh bien, si l'employeur prend toutes les mesures et conditions sanitaires, gestes barrières, respect des règles de distanciation, eh bien, les salariés ne peuvent pas nécessairement exercer leur droit de retrait. C'est une question délicate, mais voilà, il nous semblait nécessaire d'en dire quelques mots ce matin. Alors, il nous reste une situation à aborder, c'est la 6e, le cas des salariés en activité partielle. Et c'est l'occasion ce matin de revoir les principes généraux de l'activité partielle, qui est un dispositif qui n'est pas nouveau, qui existait déjà et qui, dans ce contexte d'état d'urgence sanitaire, a fait l'objet par le gouvernement de mesures de renforcement et d'assouplissement, à la fois sur un allègement et une simplification de la procédure, on va le voir, une extension des entreprises éligibles et surtout, par contre, un renforcement sur le remboursement de l'État auprès des entreprises sur l'indemnisation des salariés. Alors, l'activité partielle, elle permet aux employeurs, lorsqu'ils font face à des difficultés économiques, on va revoir les motifs de recours, et bien éventuellement de réduire temporairement leur durée horaire de travail, ou voire même de fermer temporairement. Il est possible aussi d'envisager une activité partielle par roulement, par service, par atelier, unité de production. C'est vraiment, l'idée, c'est d'adapter le dispositif au cas par cas, déjà à la situation de l'entreprise, aux emplois et aux difficultés qui sont rencontrées par elle. Les motifs de recours, ils sont fixés par le Code du travail. Alors, le Code du travail prévoit expressément des difficultés liées à la conjoncture économique, des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie, liées à un sinistre ou des intempéries à caractère exceptionnel, la transformation, la restructuration ou la modernisation de l'entreprise, ou encore toute autre circonstance exceptionnelle. En sachant que les entreprises qui connaissent une réduction de leur activité liée à l'épidémie du coronavirus, qui rencontrent des difficultés d'approvisionnement ou qui sont concernées par une obligation de fermeture sont éligibles à ce dispositif. Donc ce seront des arguments et des motifs à faire valoir dans la demande d'autorisation préalable. Vous avez sur le site du ministère du Travail un question-réponse lié à l'activité partielle. Je vous renvoie également à la diapo que nous avons vue au tout début qui reprend les liens utiles et vous avez un document qui est mis à jour très régulièrement des dernières évolutions sur ce dispositif de l'activité partielle. Donc n'hésitez pas également à les consulter. Quels sont les bénéficiaires de l'activité partielle? Au niveau des entreprises, il faut comprendre que les entreprises visées de manière générale sont les entreprises qui entretiennent des relations contractuelles avec leurs salariés qui dépendent des dispositions du Code du travail. Donc dispositions relatives à la durée du travail, les congés, etc. Vraiment, en tout cas, qui dépendent de la législation droit du travail. Il faut également comprendre que c'est un dispositif collectif. Cela signifie que tous les salariés qui ont un contrat de travail sont concernés, y compris les temps partiels et les apprentis. Alors, il y a des dispositions effectivement particulières, notamment pour les forfaits heures ou en jours sur l'année. Le décret du 26 mars a étendu le bénéfice de l'activité partielle aux salariés en forfait jour ou en forfait heure sur l'année, y compris en l'absence de fermeture totale de l'établissement. C'est une disposition complètement nouvelle puisque dès lors que l'établissement était fermé complètement, les forfaits jours ou forfaits heures n'étaient pas éligibles jusqu'alors. Se pose la question de l'indemnisation. Dans ce cas, eh bien, comment sont indemnisés les salariés en forfait jour ou forfait heure, puisque leur rémunération n'est pas calculée selon un nombre d'heures. Alors, on attend un décret à ce sujet
qui devrait fixer effectivement les modalités de conversion des jours ou des demi-journées non travaillés, chômés en raison de l'activité partielle, conversion donc convertie en heures. On attend également un décret sur les modalités de calcul pour les VRP, les pigistes et les salariés rémunérés au cachet. S'agissant de l'ordonnance qui a été publiée le 27 mars, eh bien, cette ordonnance étend le dispositif aux entreprises qui s'assurent contre le risque chômage, ce qui vise eh bien, les salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'État. Alors, par exemple, c'est le cas de la RATP, Opéra de Paris. Les entreprises également des salariés, plutôt les salariés des entreprises, des industries électriques et gazières. Les employés à domicile et les assistants maternels sont également concernés par ce dispositif d'activité partielle. De même que les salariés qui effectuent leur activité sur le territoire national d'une entreprise, plutôt sur le territoire français, mais qui sont employés par une entreprise étrangère sans établissement en France. À condition que cette entreprise soit effectivement s'acquitte des cotisations sociales françaises et également s'assure contre le risque chômage en France, eh bien, il est tout à fait possible pour ces salariés, de bénéficier de l'activité partielle. Alors, je vous propose de nous attarder quelques instants sur cette procédure de l'activité partielle en 4 étapes. Alors, les 2 premières étapes ont été inversées dans cette circonstance exceptionnelle puisque, en principe, regardez l'étape 2, il faut consulter au préalable les représentants du personnel avant de faire la demande d'activité partielle. Dans ces circonstances exceptionnelles, il est possible de consulter le CSE dans les 2 mois suivant la demande. Donc, dans un souci de simplification de la procédure, d'assouplissement, il est possible effectivement de recueillir l'avis dans un délai de 2 mois. Donc, c'est pourquoi en numéro 1, nous avons mis d'abord la formulation de la demande d'autorisation préalable. Cette formulation de demande d'autorisation préalable peut se faire dans un délai de 30 jours à compter du placement en activité partielle. Là encore, le gouvernement a souhaité simplifier la procédure en appliquant ce délai de 30 jours qui est prévu déjà par le Code du travail en cas de recours à l'activité partielle pour sinistre ou intempérie, donc en cas de circonstances exceptionnelles. Cette demande, elle doit se faire sur le site activitépartielle.emploi.gouv.fr et dans cette demande, il faut préciser notamment les motifs de recours à l'activité partielle, la période prévisible de sous-activité, le nombre de salariés concernés. La réglementation applicable, je dirais en dehors de ce contexte de crise sanitaire, normalement prévoit que l'administration dispose d'un délai de 15 jours pour instruire les dossiers. Dans le contexte actuel, dans un souci pour répondre aussi au bouleversement lié à cette épidémie, à l'état d'urgence sanitaire, eh bien, les directs ont 48 heures pour instruire les dossiers et en l'absence de réponse dans ce délai, le silence vaut acceptation. Donc c'est un délai dérogatoire qui est applicable jusqu'au 31 décembre. Une fois la demande validée, il faut savoir qu'elle est opposable au salarié. Donc un salarié ne peut pas refuser d'être placé en activité partielle. Et l'employeur doit procéder à une demande d'indemnisation tous les mois. Donc la demande d'autorisation, elle se fait une fois au début et la demande d'indemnisation, elle se fait mensuellement puisque chaque mois, il faudra renseigner le nombre d'heures réellement chômées en application, du fait de cette mise en activité partielle. Et ensuite, il y a une mise en paiement faite par l'ASP, l'Agence de services et paiements. L'autorisation d'activité partielle, elle est normalement accordée pour 6 mois. Dans le contexte actuel, là encore, un renforcement du dispositif peut être observé puisque la durée maximale a été augmentée à 12 mois. En sachant qu'il y a un nombre d'heures indemnisable maximum de 1000 heures par an par salarié. Et là encore, d'après les informations que nous avons eues, la DGEFP, à l'occasion d'une réunion qui s'est déroulée le 27 mars, nous allons avoir un décret qui va relever ce plafond maximal d'heures à 1607 heures, tout simplement pour tenir compte du fait que la durée maximale a été augmentée de 6 à 12 mois.
Alors, je vous propose maintenant d'aborder la question de l'indemnisation de cette activité partielle. L'indemnisation de l'activité partielle, eh bien, elle se fait de la manière suivante. L'entreprise doit verser eh bien, une indemnité d'activité partielle qui correspond à 70% de la rémunération annuelle net, alors brut, environ 84%, c'est 70% de la rémunération annuelle brute et environ 84% du net. Pour les salariés rémunérés au SMIC, eh bien, il y a un éventuel complément RMM puisque les salariés rémunérés au SMIC doivent effectivement percevoir à minima le SMIC. Ce complément RMM, quelques mots, il s'agit de la rémunération mensuelle nette minimale. Et ce complément RMM permet effectivement de garantir la rémunération correspondant au SMIC net pour les salariés rémunérés au SMIC. Ce complément RMM, il est calculé en prenant le SMIC mensuel, donc 151,67 € multiplié par 10,15 €, hein, le SMIC horaire, ce qui nous donne 1539,45 €, il me semble, et que l'on va ensuite, auquel on va déduire les cotisations sociales obligatoires. Alors pour l'année 2020, on va prendre un taux de 20,84% pour les cotisations sociales obligatoires, et ce qui nous donne environ 1218 € de rémunération RMM, rémunération mensuelle minimale. Et c'est ce montant-là qui permet de garantir aux salariés rémunérés au SMIC le paiement eh bien, du SMIC même en activité partielle. Cette RMM, elle est applicable aux salariés à temps partiel en application de l'ordonnance du 27 mars qui a ouvert effectivement le bénéfice de la RMM également à ces salariés en activité partielle. Alors a priori, les salariés en activité partielle bénéficieront donc du même plancher, taux horaire d'indemnisation plancher qui est de 8,03 € que nous allons aborder, hein, voire juste après, en application eh bien, de cette nouveauté et de ce renforcement. À savoir que l'entreprise peut également prévoir des dispositions spécifiques, soit parce qu'elles sont prévues par un accord, qu'il s'agisse d'un accord d'entreprise, qu'il s'agisse d'une convention collective de branche, eh bien, il est possible de prévoir une indemnisation supplémentaire, au-delà de ces 70% de la rémunération brute. Et par ailleurs, l'État peut également envisager l'État va verser, rembourser les entreprises de ces indemnités d'activité partielle par le versement d'une allocation d'activité partielle dont le montant a été renforcé dans le cadre de ce nouveau dispositif et de ce contexte exceptionnel. Alors justement, on vient de voir que l'indemnité d'activité partielle qui est versée par l'employeur aux salariés correspond à 70% de la rémunération brute, ramenée à une indemnité horaire, 100% pour les salariés rémunérés au SMIC. Le taux horaire minimal, c'est bien 8,03 € et c'est le montant que percevra l'employeur, hein, qui sera remboursé par l'État à l'employeur pour chaque heure non travaillée du fait de l'activité partielle. À noter que, en principe, pendant les périodes de formation, il est possible, il y a même des incitations à recourir à des actions de formation pendant les périodes d'activité partielle. Et dans ce cas, l'indemnité horaire versée aux salariés est portée à 100% de sa rémunération nette. Cette majoration a été supprimée par l'ordonnance du 27 mars, supprimée très précisément pour les formations qui ont été accordées par l'employeur depuis le 28 mars. Ce qui signifie que pour ces salariés, pour ces personnes, la rémunération, l'indemnité versée au titre de l'activité partielle est équivalente à l'indemnité classique, je dirais, donc 70% de la rémunération brute. Quelques mots sur le régime social et fiscal. C'est l'allocation, enfin l'indemnité d'activité partielle, c'est un revenu de remplacement. Ça signifie que c'est une somme imposable, mais exonérée de cotisation, et qui bénéficie d'une CSG-CRDS à un taux réduit, à 6,7%. Sur la CSG-CRDS, quelques mots, il y a des dispositions spécifiques d'écrêtement, d'exonération possible, qui ne sont pas toujours évidentes à appréhender. C'est un dispositif un petit peu complexe. Et pour simplifier, là encore, les démarches et le dispositif, eh bien, l'ordonnance du 27 mars a tout simplement prévu que, dans tous les cas, le taux de CSG serait égal à 6,7% et supprimer temporairement les mécanismes d'écrêtement et d'exonération de CSG. De son côté, l'employeur a une obligation d'indemniser, l'État a une obligation d'indemniser l'employeur. Donc l'employeur indemnise les salariés et se fait ensuite rembourser
par l'État. Ce versement se fait mensuellement par l'ASP pour le compte de l'État et l'UNEDIC et en dehors de ce contexte exceptionnel, eh bien, prend la forme d'une allocation forfaitaire. Autrement dit, le montant était le même, quelles que soient les rémunérations versées aux salariés. Donc pour les entreprises de jusqu'à 250 salariés, c'était une indemnité horaire de 7,74 € par heure chômée. Et pour les entreprises au-delà de 250 salariés, 7,23 € par heure chômée. Le décret du 26 mars a prévu pour toutes les entreprises eh bien, le versement d'un remboursement correspondant à 70% de la rémunération horaire brute dans la limite de 4,5 fois le SMIC. Autrement dit, l'État va rembourser intégralement les entreprises des indemnités d'activité partielle dans la limite de 4,5 fois le SMIC. 4,5 fois le SMIC, c'est un petit peu moins de 7 000 €, 6 927 il me semble de mémoire brute. Toujours sur ce calcul de l'indemnisation, quelques mots sur le taux d'absence, le taux d'indemnisation. On rentre dans les calculs plus spécifiques, mais il faut noter que le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de ces 70% de la rémunération brute correspond à la rémunération qui sert de base au calcul de l'indemnité congé payé sur la base du maintien de salaire et non pas du dixième. Donc le maintien de salaire, pour rappel, c'est le salaire qu'aurait perçu le salarié s'il n'avait pas été en congé. Donc ici, il faut intégrer les éléments qu'il aurait effectivement perçus, prendre vraiment la rémunération du maintien, ramener à un montant horaire. C'est ce qui va nous servir de base. Il faut calculer également une absence activité partielle. Et cette absence, cette retenue, elle doit être exactement proportionnelle à la durée de l'absence. C'est la méthode de la durée réelle qui a été la seule reconnue par la jurisprudence de 82. Une autre méthode est possible, mais elle ne doit pas être moins favorable. Ensuite, une fois que nous avons notre salaire de base, on a calculé l'absence, on va calculer le taux horaire d'indemnisation. Ce taux horaire, il est calculé par référence à la durée légale, conventionnelle ou contractuelle de travail, et éventuellement, le cas échéant, en ajoutant les heures supplémentaires, heures complémentaires, pour que le taux horaire soit effectivement juste. Ces heures indemnisables, il faut bien noter, en revanche, qu'elles sont indemnisables dans la limite de la durée légale de travail, ou conventionnelle ou contractuelle si elle est inférieure. Autrement dit, si un salarié a des heures, par exemple structurelles, donc des heures supplémentaires prévues par son contrat dans son horaire contractuel, ces heures ne seront pas indemnisées. L'indemnisation sera limitée à la durée légale de travail. La nouveauté introduite par l'ordonnance du 27 mars, c'est la prise en compte des heures d'équivalence. Ces heures d'équivalence augmentent le seuil de la durée légale à la durée d'équivalence qui devient équivalente à la durée légale pour certains secteurs d'activité, certains profils, par exemple je pense au personnel roulant. Et ces heures d'équivalence sont donc prises en compte dans les heures indemnisables, ce qui est une nouveauté introduite par ce dispositif exceptionnel. Je vous propose deux exemples rapidement, mais pour appliquer concrètement ce que l'on vient de voir. Un salarié qui perçoit 2 000 € brut pour 35 heures par semaine, eh bien, il est en activité partielle tout le mois de mars. On va calculer son taux d'absence par rapport à la durée réelle et on va calculer ensuite son taux horaire en prenant la rémunération divisée par l'horaire moyen de travail, donc correspondant à la durée légale, ce qui nous donne les 13,19 € et que l'on va multiplier par 70%. Et 9,23 € ici, ça correspond au taux horaire d'indemnisation d'activité partielle. Et pour calculer l'allocation d'activité partielle versée à ce salarié, on va multiplier ce taux horaire par la durée applicable, la durée du travail applicable pour ce salarié, donc c'est la durée légale. Si on prend un autre exemple d'un salarié qui perçoit 2 800 € brut pour 39 heures par semaine, qui est en activité partielle tout le mois de mars, pour calculer le taux d'absence, on va bien prendre 2 800 € divisé par non pas 154 mais 169 heures pour avoir effectivement le taux d'absence proportionnel à la durée de l'absence exactement, donc en fonction de son horaire de travail. Et le taux horaire, eh bien, de la même manière, on va prendre 2 800 € divisé par 169, tenant compte donc de ces HS structurel pour que le taux horaire soit juste, que l'on va multiplier par 70%. Et en revanche, j'attire votre attention sur le calcul de l'allocation. Une fois que nous avons notre taux horaire de 11,60 €, on va le multiplier par 151,67, donc la durée légale de travail et non pas 169 puisque les heures indemnisables le sont dans la limite de la durée légale. C'est une application concrète de ce principe.
Alors, ces nouvelles dispositions, cette indemnisation renforcée qui est versée par l'État, elles sont applicables pour les demandes d'indemnisation qui ont été adressées ou renouvelées à l'ASP à compter du 26 mars, au titre du placement des salariés en activité partielle depuis le 1er mars. Rappelez-vous la procédure que nous avons vue au début, demande d'autorisation préalable et enfin, à la toute fin, demande d'indemnisation mensuelle. On vise bien ici les demandes d'indemnisation qui ont été effectuées depuis le 26 mars au titre du placement en activité partielle depuis le 1er mars. À savoir également que le décret du 25 mars a ajouté des nouvelles mentions obligatoires au bulletin de paie. Alors vous les avez à l'écran, il s'agit du nombre d'heures indemnisées, du taux applicable pour le calcul de l'indemnité d'activité partielle qui est versée aux salariés et des sommes versées au titre de la période considérée. En sachant que eh bien, étant donné le temps imparti et les évolutions qui vont très vite en ce moment, il y a des dispositions transitoires quand même pour laisser le temps d'intégrer ces évolutions. Pendant 12 mois, jusqu'au 26 mars 2021, les entreprises peuvent tout à fait continuer d'appliquer les dispositions antérieures. Concrètement, continuer de remettre un document annexe sans modification des mentions obligatoires du bulletin. Donc ça, c'est important de le noter. Oui, il y a une modification des mentions obligatoires, mais on peut continuer de remettre un document annexe comme avant pendant encore 12 mois. Alors, on ne pouvait pas parler de l'activité partielle sans rappeler les conséquences. Rappelons que les périodes d'activité partielle sont intégralement prises en compte pour l'acquisition des congés, pour le calcul de la participation et de l'intéressement. Donc, autrement dit, le salarié ne doit pas voir son nombre de congés réduit du fait de l'activité partielle, ni le montant de participation d'intéressement réduit du fait de l'activité partielle. Se pose la question de l'impact de la maladie en cas d'activité partielle. Comment se passe l'indemnisation d'un salarié qui est en arrêt maladie? Eh bien, nous avons une jurisprudence de 1987 qui prévoit que l'indemnisation maladie peut tout à fait être limitée au montant de l'allocation d'activité partielle, à savoir 70% de la rémunération brute. Les juges ont justifié cette position en disant tout simplement qu'un salarié malade eh bien, ne peut pas percevoir davantage que s'il n'avait pas été malade. Donc percevoir une rémunération supérieure à ce qu'il aurait perçu s'il avait été valide, entre guillemets, présent dans l'entreprise. Et en l'occurrence, s'il n'avait pas été malade, il aurait perçu l'indemnisation d'activité partielle correspondant à 70% de la rémunération brute. Dans le contexte actuel, se pose la question de savoir quel est l'impact de l'arrêt garde d'enfants en cas d'activité partielle. Alors, nous n'avons pas eu de réponse suffisamment tranchée actuellement. L'administration, certaines caisses de CPM préconise que le cumul n'est pas possible. Donc on ne peut pas avoir un salarié qui soit en arrêt garde d'enfants et ayant son contrat suspendu du fait de l'activité partielle. Donc si l'activité partielle intervient, eh bien il faudrait prévoir une reprise anticipée du salarié pour qu'il bascule entre guillemets en activité partielle. Alors, ce n'est pas une réponse officielle de l'administration. La seconde hypothèse, c'est d'envisager que le cumul est possible pour l'arrêt en cours, puisque l'arrêt garde d'enfants est prévu pour une durée de 14 jours et renouvelable autant de fois que nécessaire. Donc, pour les 14 jours en cours, eh bien, on peut imaginer que le salarié cumule, entre guillemets, les deux, mais que l'indemnisation versée soit limitée, en application de l'arrêt qu'on vient de voir juste avant, à 70% de la rémunération brute, autrement dit à l'indemnité d'activité partielle. En attente d'une réponse plus tranchée à ce sujet quand même. Se pose également la question de l'articulation de l'activité partielle avec les congés payés. En cas de congés pris pendant l'activité partielle, comment sont-ils indemnisés? Eh bien, la jurisprudence européenne prévoit une indemnisation classique à 100%, avec une comparaison dixième maintien. Tandis qu'en droit français, nous n'avons pas de texte. Le Code du travail ne prévoit rien. Alors, notre préconisation va dans le sens de la DGEFP. Nous avons évoqué cette question avec elle à l'occasion de la réunion du 27 mars. Et la DGEFP préconise également d'indemniser le salarié en congé payé même pendant une période d'activité partielle à 100%. En revanche, dans ce cas, eh bien, l'employeur ne percevra pas de remboursement par l'ASP. Autrement dit, ne percevra pas de remboursement au titre de l'activité partielle. En clair, ça signifierait que les congés payés conservent leur nature de congés payés, doivent être indemnisés normalement, comparaison dixième maintien, même pendant une période d'activité partielle.
D'autres mesures ont été prises, d'autres mesures d'assouplissement sur l'activité partielle, notamment pour les contrats d'apprentissage et contrats de professionnalisation, puisque l'indemnité horaire d'activité partielle pour ces salariés doit être égale au pourcentage du SMIC applicable en application du Code du travail, donc des dispositions du Code du travail. Deuxièmement, s'agissant des salariés protégés, sachez qu'en temps normal, les salariés protégés placés en activité partielle, il s'agit en fait pour eux d'une modification de leur contrat. Par conséquent, ils doivent donner leur accord. Dans le contexte actuel, l'ordonnance du 27 mars a supprimé l'obligation de recueillir l'accord du salarié protégé pour le placer en activité partielle. Et enfin, eh bien, on parlait tout à l'heure de l'indemnisation complémentaire qui peut être versée par l'employeur pour aller au-delà des 70% correspondant de la rémunération brute. Eh bien, en cas de versement d'une indemnisation complémentaire, cette somme, ce complément est exonéré de cotisation et surtout l'ordonnance du 27 mars le prévoit expressément, la CSG qui est applicable, eh bien, le taux de CSG sur revenu de remplacement, donc à savoir 6,7%. Des dérogations sont prévues par l'ordonnance du 27. Toutes ces dérogations prévues par l'ordonnance du 27 mars, eh bien, sont applicables pendant une durée limitée. Elles répondent au contexte actuel d'état d'urgence sanitaire, au contexte exceptionnel, et elles sont applicables jusqu'au 31 décembre 2020 au plus tard, sauf si un décret fixe une date, eh bien, précédant ce 31 décembre 2020. Voyons maintenant les assouplissements prévus par l'ordonnance du 25 mars sur les congés payés. En matière de congés payés, alors les règles sont normalement d'ordre public. Pour modifier la prise des congés, il y a un délai de prévenance à respecter légalement qui est de 1 mois. L'ordonnance du 25 mars a permis d'assouplir les dispositions pour permettre aux employeurs éventuellement d'imposer la prise de congés payés acquis ou de modifier des périodes de congés déjà posées. Pour cela, il faut absolument avoir un accord collectif sur la prise des congés. Sans accord collectif, ces dispositions ne seront pas applicables. Il est possible donc d'imposer la prise de congés payés acquis, de modifier les congés déjà posés à condition de respecter un délai de prévenance minimal d'1 jour franc et dans la limite de 6 jours imposés ou modifiés. Il est également possible de fractionner le congé principal et de suspendre, alors fractionner le congé principal sans accord du salarié et de suspendre l'obligation normalement donnée pour les conjoints qui travaillent dans la même entreprise, eh bien de prendre leur congé ensemble. Pour le cas des RTT, eh bien, là encore, l'employeur a des possibilités. Alors, on vise les RTT, on vise aussi les autres jours de repos, par exemple les jours de repos acquis au titre d'un accord d'aménagement du temps de travail, les jours de repos forfait jour, les jours de repos affectés sur un compte épargne-temps. Et là, l'employeur a plus de latitude. Il peut effectivement envisager de modifier, d'imposer la prise de jour dans la limite de 10 jours et dans la limite du respect du délai de prévenance d'1 jour franc. Donc ces modifications, ces dérogations sont applicables pour les périodes de prise des congés modifiés ou imposés jusqu'au 31 décembre 2020. Ça ne pourra pas aller au-delà. De la même manière, cette ordonnance a également prévu des assouplissements en matière de durée du travail et notamment des dérogations aux durées maximales dans certains secteurs nécessaires à la sécurité de la nation et à la continuité de la vie économique et sociale. Ces secteurs seront définis par un décret qui devrait paraître dans les prochains jours. Ces dérogations sont les suivantes. Jusqu'à 12 heures de travail par jour au lieu de 10 heures, 60 heures par semaine au lieu de 48 heures, 48 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives au lieu de 44 heures. Et déroger aussi à la durée de repos de 11 heures en principe, dans la limite de 9 heures consécutives, à condition d'octroyer un repos compensateur équivalent à la durée du repos manquant. Ces dérogations sont également applicables jusqu'au 31 décembre 2020, tout en sachant qu'il faut informer le comité social et économique et la directe si l'entreprise recourt à ces dérogations.
Alors en synthèse, par rapport à ce que l'on vient de voir, on a vu que la règle de principe, c'est le télétravail. Si le télétravail est possible, le salarié donc travaille à domicile sans impact sur sa rémunération. Si le télétravail est possible, mais que le salarié est parent d'un enfant de moins de 16 ans, il peut bénéficier d'un arrêt garde d'enfant. Si le télétravail n'est pas possible, eh bien, si le salarié est parent d'un enfant de moins de 16 ans, là encore, le salarié peut être en arrêt garde d'enfant. Si on ne se trouve pas dans ces situations, eh bien, on va se demander s'il y a eu une demande d'activité partielle effectuée par l'employeur. Si oui, eh bien, le salarié sera indemnisé au titre de l'activité partielle. Sinon, eh bien, on peut se poser la question de ce fameux droit de retrait. Et ce droit de retrait, comme on l'a vu, peut être exercé en cas de danger grave et imminent pour la vie et la santé des salariés. On a vu également que si l'entreprise respecte les gestes barrières, respecte les toutes les règles sanitaires de cette épidémie, eh bien, le droit de retrait n'est pas nécessairement invocable par les salariés. Alors, quelques mots avant de passer au report de charges sur le maintien du lien nécessaire avec les représentants du personnel. Nous sommes dans un contexte de crise sanitaire comme il porte son nom. C'est un contexte exceptionnel, inédit même, qui n'est pas simple à tous les niveaux. Ça n'empêche que les employeurs sont évidemment tenus d'une obligation de sécurité, de protection de la santé des salariés. C'est une obligation de moyens. Et les mandats des représentants du personnel pendant cette période subsistent. Donc il faut bien conserver le lien entre les salariés, les représentants. Si les personnes sont en télétravail, peut-être proposer un canal de contact, de communication via un intranet par exemple. En tout cas, faire en sorte que le dialogue social soit maintenu. L'entreprise doit d'ailleurs mettre à jour le document unique d'évaluation des risques, en cas notamment de plan de continuité pour anticiper les risques liés à l'épidémie. Traiter les risques nouveaux générés par le fonctionnement dégradé de l'entreprise, par exemple si l'entreprise est en télétravail. Les règles d'information de consultation du CSE sont, même si elles sont aménagées pour les entreprises de plus de 50 salariés, de manière générale, il faut retenir que le CSE doit être consulté pour toutes les questions qui a trait à l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise. Donc, en cas de modification importante du travail, mise en œuvre de l'activité partielle. Alors, même si pour le télétravail, on l'a vu, il n'y a pas de formalisme obligatoire dans le contexte actuel, circonstances exceptionnelles, il est recommandé d'informer les salariés et les représentants. Et dans le contexte pandémique, bien sûr, les réunions peuvent être maintenues avec le CSE, mais il faut favoriser le recours à la visioconférence. Il va y avoir un décret très prochainement à ce sujet pour peut-être approfondir cette question de la visioconférence, sachant que deux membres du comité peuvent tout à fait faire une demande motivée de réunion si le sujet concerne la santé, la sécurité ou les conditions de travail. Et puis, de manière générale, le CSE peut prévoir d'autres actions dans ce contexte d'aide, par exemple, pour la garde d'enfants, des prestations sociales, tout ce qui a trait aux activités sociales et culturelles. Il faut comprendre que le lien est maintenu. Alors, quelques mots sur les possibilités de report de paiement pour les entreprises. Effectivement, dans un souci de simplification et d'accompagnement et de soutien pour les entreprises, eh bien, le gouvernement a prévu un certain nombre, et l'administration ont prévu un certain nombre de mesures permettant le report des charges sociales, à commencer effectivement par ces charges URSSAF, puisque le site des URSSAF, le site de Net Entreprise et le site également de DSN Info, vous les avez en lien utile en bas de la page, eh bien, ont été mis à jour, ont publié des actualités sur ce sujet à la suite des différentes annonces du gouvernement permettant effectivement aux entreprises de demander un report. Alors, quelles sont les communications qui ont été faites? Il est possible de faire reporter le paiement des charges URSSAF patronales et salariales. Alors, c'était sur la paye de février DSN de mars. On va voir que c'est reporté également sur la paye de mars DSN d'avril, en tout cas pour les échéances au 5 mars. Nous attendons actuellement les directives pour les échéances au 15 avril.
il y avait plusieurs situations. Si la DSN de février, au moment des annonces, n'avait pas été déposée, il était possible de la déposer jusqu'au lundi 16 mars, inclus en modulant éventuellement le paiement CEPA au sein de la DSN. Si la DSN avait déjà été déposée, il était soit possible de déposer une DSN annulaire en place jusqu'au dimanche 15 mars avec modification du paiement URSSAF. Et pour les échéances au 15 mars, il était possible de la déposer jusqu'au jeudi 19 mars midi, en modifiant le paiement URSSAF selon les instructions sur le site télépaiement service URSSAF. Et pour les entreprises qui règlent leurs cotisations hors DSN, il était possible d'adapter le montant du virement bancaire. De manière générale, il était possible de mettre le montant à 0, de moduler le montant correspondant à une fraction du montant initialement dû, ou alors de payer normalement. C'était aussi possible. Et ces reports ont également été prévus pour l'échéance du 5 avril. La COS a communiqué ainsi que le GIP le 23 mars et le 27, alors c'était le 25 mars et le 27 mars, sur cette faculté de report et de modulation dans les mêmes conditions. Donc sur les échéances au 5 avril, avec un dépôt au plus tard le 5 avril à 23h59, ou éventuellement le 6 avril à midi. Donc vous avez toutes les informations sur les liens utiles que vous avez en bas de la diapo. Au niveau des cotisations retraite, eh bien dans la continuité de l'URSSAF, les caisses de retraite ont également communiqué sur la faculté de reporter le paiement des charges pour la retraite complémentaire. Alors sur la DSN de février, si elle n'avait pas été déposée au moment de l'annonce, il était possible de la déposer en adaptant le montant du paiement des cotisations entre 0 et le montant réellement dû. Si la DSN avait été déposée, il y avait soit le paiement CEPA était positionné et l'entreprise pouvait le reporter. Il fallait contacter la caisse au plus tard le 19 mars pour même demander son annulation, ou si l'entreprise souhaitait le modifier, elle pouvait procéder au télépaiement via Cotizen et modifier à la baisse le montant. D'un point de vue impôt fiscal, là aussi, l'administration fiscale a communiqué sur la possibilité de reporter sans pénalité le paiement des prochaines échéances d'impôts directs, taxes sur les salaires, impôts sur les sociétés, impôts sur le revenu pour les entreprises concernées, en sachant que cette demande doit se faire auprès du SIE, donc des services des impôts des entreprises. Et si les échéances de mars avaient déjà été réglées, ont déjà été réglées, il est possible de s'opposer au prélèvement CEPA auprès de la banque ou de demander le remboursement auprès du SIE. En sachant que, il faut bien noter que le prélèvement à la source, par contre, n'est pas impacté. Le prélèvement à la source doit être prélevé sur les bulletins de paie des salariés, reversé à l'administration fiscale, sans changement dans les conditions et selon les modalités habituelles. Vous pouvez noter également qu'un document a été élaboré par le ministère des Finances sur l'impact du Covid-19, les mesures de soutien, étalement des loyers, factures d'eau, électricité. Donc vous pouvez également aller voir toutes ces mesures plus génériques. Et puis pour terminer sur cette partie, eh bien sachez que les reports de charges concernent également les régimes spéciaux. Donc à savoir MSA, BTP, audience, pour lesquels, eh bien, pour la MSA, les échéances des entreprises entre le 15 et le 31 mars peuvent également reporter tout ou partie des charges sociales, salariales et patronales. Alors avec soit en cas de prélèvement automatique, eh bien tout simplement le prélèvement de la MSA ne se fait pas et c'est sans démarche. Et si l'entreprise souhaite régler les cotisations, elle doit faire un virement. Et en cas de paiement par virement bancaire, il est possible de moduler ce virement. On attend actuellement des communications pour le mois d'avril. Pro BTP, eh bien, de la même manière, faculté de reporter jusqu'à 3 mois les cotisations retraite, santé, prévoyance, à condition de faire une demande, de remplir un document et de fournir des éléments justificatifs pour les échéances des entreprises jusqu'au 25 mars. Et puis, Audience a également prévu un formulaire en ligne permettant de faire une demande de report de paiement des cotisations retraite, prévoyance, santé et congé spectacle. Et vous avez chaque fois les liens utiles. Alors, pour terminer sur cette présentation, quelques mots sur les impacts plus généraux. Le report des réformes en cours. À savoir que, effectivement, lors de son annonce, son allocution, Emmanuel Macron, le 16 mars, a effectivement
préciser que la réforme des retraites était évidemment suspendue. Muriel Pénicaud, de son côté, ce même jour, a annoncé la suspension du paiement de la taxe CDD d'usage, la taxe forfaitaire de 10 €. Alors, on n'a pas eu de texte officiel sur ce sujet pour le moment. Donc, en attente quand même d'un texte, je dirais, qui inscrive dans le marbre ce report, en tout cas, et cette suspension. S'agissant des autres modalités, des autres, disons, assouplissements, eh bien, l'ordonnance du 25 mars a prévu le report possible de la date limite de versement ou d'affectation sur des plans d'épargne, de la participation et de l'intéressement attribués en 2020. Alors normalement, pour un exercice calé sur l'année civile, la date limite, c'est le 1er juin. Eh bien là, c'est reporté au 31 décembre 2020. Donc là, il y a plus de latitude qui est laissée aux entreprises éventuellement qui en ont besoin. Et enfin, le décret du 27 mars a prévu, acté, c'était une annonce également de Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, le report de la réforme de l'assurance chômage avec l'impact notamment sur l'attestation Pôle emploi qui devait intervenir le 1er avril. Et cette réforme est reportée au 1er septembre 2020. Alors, j'en ai terminé avec cette partie présentation de ce webinaire. Je vous propose que nous passions maintenant aux questions-réponses. Donc, comme je vous disais au début, en introduction, eh bien, nous sommes très nombreux ce matin, je le comprends tout à fait. Vous avez certainement des questions, peut-être que j'ai répondu à certaines d'entre elles, je l'espère. Et en tout cas, je vais essayer de répondre à un maximum de vos interrogations. Et si par la suite vous en avez d'autres, eh bien, vous pourrez bien entendu prendre contact avec vos interlocuteurs. Alors, je vous donne 2 petites secondes. Hop. Alors, très bien. Je vais prendre connaissance de questions. Alors... Des questions sur l'activité partielle, bien sûr. Alors, par exemple, peut-on placer certaines personnes d'un même service en activité partielle et d'autres pas du tout? Alors, il faut rappeler les conditions de recours à l'activité partielle, les motifs. Les motifs, nous les avons vus tout à l'heure. Il y a notamment les difficultés économiques, la conjoncture économique, les circonstances exceptionnelles. Le gouvernement a d'ailleurs expressément dit que les personnes plutôt les entreprises concernées par une mesure de fermeture, une obligation de fermeture, des difficultés d'approvisionnement, des difficultés économiques liées au coronavirus seraient éligibles. Donc par conséquent, il y a une appréciation quand même collective. Donc je dirais, il est possible de placer un service en activité partielle et pas un autre. Des personnes au sein d'un même service, il faudrait le justifier au regard de ces motifs qu'on a présentés. C'est peut-être plus délicat que placer un service et pas un autre. Placer un service en activité partielle et pas un autre pourrait se justifier en raison justement des fonctions, des postes qu'occupent les salariés de chacun des 2 services. En revanche, au sein d'un même service, il faudrait le justifier par les motifs économiques, difficultés d'approvisionnement ou fermeture que nous avons pu évoquer précédemment. Alors, en pratique, comment se déroule le versement de l'indemnité de l'employeur aux salariés lorsque l'employeur veut conserver le salaire habituel? Est-ce qu'il faut effectuer 2 versements? Alors, effectivement, on a vu qu'il est tout à fait possible d'effectuer un maintien de salaire au-delà du légal. Et donc, légalement, on rappelle, le versement est de 70% de la rémunération brute. C'est pour le montant d'indemnité
d'activité partielle, l'employeur peut verser davantage. Dans ce cas-là, non, il n'y aura pas nécessairement de versement. Parce que comment ça va se passer? Sur le bulletin, on va avoir le calcul de l'absence et puis il va y avoir l'indemnisation pour le salarié qui va donc être équivalente peut-être à 100% du salaire si on veut aller jusqu'à 100%. Derrière, c'est simplement par la suite, après la demande d'indemnisation qui sera effectuée à la fin de chaque mois, l'employeur sera remboursé simplement de la partie correspondant au légal. Donc sera remboursé dans la limite des 70% de la rémunération brute du salarié et dans la limite de 4,5 fois le SMIC. Donc il ne sera juste pas remboursé de la fraction qu'il aura remboursé de manière plus favorable, qu'il aura indemnisé au salarié de manière plus favorable. Alors, j'ai aussi une question sur la possibilité ou non de cumuler le temps partiel thérapeutique avec l'activité partielle. Alors oui, c'est possible, mais il n'y aura pas de cumul entre l'allocation d'activité partielle et les IGSS temps partiel thérapeutique. Donc ça signifie que l'employeur ne demande pas de remboursement sur la période où le salarié perçoit des IGSS temps partiel thérapeutique. Alors une question sur le télétravail, qui détermine si le télétravail est possible ou pas? Alors là vraiment cela relève de l'entreprise et plutôt des postes. Est-ce que les postes peuvent être basculés en télétravail? Il est évident que pour des postes manuel, c'est beaucoup plus compliqué et voire même impossible pour des postes sur tout simplement des supports informatiques, puisqu'on peut plus facilement emmener un ordinateur à la maison. Donc là, c'est vraiment à l'entreprise de se positionner et de réfléchir aux possibilités en adéquation avec les différents emplois et son activité. Est-ce que je peux bénéficier du dispositif garde d'enfants si mon conjoint est en télétravail? Alors, oui, dans l'absolu, c'est possible. Concrètement, on a dit que l'arrêt garde d'enfants, il ne peut bénéficier qu'à un seul des parents. Si l'autre parent est en télétravail, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans cette situation, mais qu'il n'est pas en arrêt garde d'enfants, c'est tout à fait possible. Même si les deux parents sont à la maison, il ne faut qu'un seul des deux parents en arrêt de travail garde d'enfants. Peut-on mettre en activité partielle les techniciens de maintenance et faire travailler un jour un de ces techniciens lorsqu'il y a un appel d'intervention? Alors, non, ce n'est pas. Alors, ce n'est pas possible. Si je comprends bien, ça signifie que les techniciens seraient en activité partielle et puis pendant l'activité partielle, on lui demanderait d'intervenir. Ce n'est pas possible. Si la personne est en activité partielle, ce n'est pas possible. C'est même illégal de le faire travailler, puisque son contrat de travail est suspendu. Donc il faut bien avoir en tête cette conséquence. L'activité partielle, c'est un dispositif qui permet bien entendu d'accompagner l'entreprise et de la soutenir face à des difficultés, d'éviter d'arriver à des licenciements, bien évidemment. C'est un dispositif préventif. Les contrats de travail sont suspendus, donc on ne peut pas faire travailler le salarié pendant cette période. Pendant la période des vacances scolaires, les salariés peuvent-ils prétendre à l'arrêt pour garde d'enfants? Oui, tout à fait. Il n'y a pas de contre-indication dans les textes actuellement. Il n'y a pas de contre-indication de période. Alors concernant toujours l'arrêt garde d'enfants, beaucoup de questions sur ce sujet. Comment doit se faire le renouvellement? Eh bien de la même manière, il faut aller sur le site Déclare Amélie et faire la déclaration du renouvellement. Alors, je continue de regarder vos questions. Les arrêts maladie avec maintien de salaire total prendront effet à compter du 24 mars ou
depuis début du mois de mars. Alors je pense avoir compris la question. On a parlé tout à l'heure des arrêts maladie effectivement et de la suppression du délai de carence IJSS pour tous les arrêts intervenus depuis le 24 mars. Donc c'est le début d'arrêt qui doit intervenir depuis le 24 mars. Enfin, c'est tel que c'est rédigé dans les textes. Alors actuellement, nous recevons des arrêts de travail, volet 3 employeurs, sans voir le motif d'arrêt. Le salarié nous dit être un cas de suspicion Covid-19, comment le vérifier? Alors en fait, curieusement, l'administration fait une distinction entre les arrêts confinement, Covid-19 et les arrêts maladie Covid-19. Alors je ne sais pas si suspicion veut dire qu'il est en arrêt peut-être maladie. Alors si c'est suspicion, peut-être que si le télétravail n'est pas possible, c'est peut-être un arrêt confinement, isolement. Et effectivement, dans ce cas, eh bien, il doit y avoir ça doit être prévu en tout cas au niveau du déclaratif, il doit y avoir une indication pour pouvoir eh bien, appliquer les dispositions dérogatoires en matière d'IJSS notamment et de suppression des conditions d'ancienneté, par exemple, sur le maintien de salaire légal. Alors, lorsque le salarié est en CIF, en cette période de fermeture des écoles, comment doit-on considérer la situation? Est-ce qu'il revient en télétravail ou activité partielle si son service est fermé? Alors, les CIF, peut-être certains se disent, mais il n'y en a plus, ça a été supprimé. Alors, il peut y avoir encore certains CIF en cours, un congé individuel de formation, même si effectivement, depuis le 1er janvier 2019, il n'y a plus de nouveaux congés individuels de formation, remplacés par le CPFTP. Autre sujet. Si un salarié est en CIF pendant cette période, donc j'imagine indépendamment de l'activité partielle éventuellement, étant donné qu'il est indemnisé par l'organisme FONGECIF ou OPCA devenu OPCO, à notre sens, ça n'a pas d'impact. Donc, il reste indemnisé de la même manière. Après, à voir avec l'organisme sur toute formation. Peut-être qu'en fait, la formation peut être suspendue parce que en raison des mesures de confinement. Donc, c'est aussi à voir avec l'organisme de formation. Si c'est suspendu, peut-être que ce sera reporté ultérieurement lorsque la situation sera revenue à la normale. C'est une bonne question, mais vous pouvez vous retourner poser la question également au service, plutôt à l'organisme de formation. Alors, concernant le report de charges, est-ce que toutes les entreprises peuvent faire la demande? Alors, oui, toutes les entreprises, en échéance au 5 mars et 15 mars, on a eu les dispositions, 5 avril, et pour les entreprises de moins de 50 salariés, nous n'avons pas encore les dispositions concernant le 15 avril. Mais toutes les entreprises peuvent effectivement faire ces demandes en attente des futures précisions pour les échéances au 15. Alors, des questions aussi sur le calcul de l'absence. Je regarde en même temps. Sur le calcul de l'absence, pourriez-vous préciser le calcul de l'absence pour un contrat 169 heures? Alors, pour le calcul de l'absence, eh bien, ce qui est prévu par la jurisprudence, c'est une jurisprudence de 1982, c'est d'appliquer la méthode de la durée réelle. C'est la seule méthode qui est reconnue par les juges. Alors, il est tout à fait possible d'appliquer une autre méthode, à condition qu'elle ne soit pas moins favorable. Mais les méthodes de la durée réelle permettent de garantir que l'absence, la retenue sur salaire, ne soit strictement proportionnelle à la durée de l'absence. Alors, si on a un salarié qui a 169 heures,
soit on fait un calcul sur effectivement strictement la durée réelle, ou on peut aussi prendre la durée moyenne si c'est pas moins favorable, donc en divisant par 169 heures. Dans l'exemple qui a été donné tout à l'heure, eh bien, on avait considéré qu'il fallait diviser par 169 heures la rémunération pour obtenir le taux d'absence. Comment ça se passe si nos horaires mensuels sont supérieurs à 151h67? Eh bien, pour calculer l'indemnité d'activité partielle, on va limiter le calcul à 151h67 parce que les heures indemnisables le sont dans la limite de la durée légale du travail. Donc, pour calculer l'absence, pour calculer l'indemnité horaire, on va tenir compte de ces horaires supérieurs à la durée légale. Par contre, pour l'indemnisation stricte et le calcul de l'indemnité d'activité partielle, en dernière étape, une fois qu'on a notre taux horaire, eh bien, on va multiplier ce taux horaire par 151h67. Pour les temps partiels, on est bien d'accord qu'ils bénéficient d'un taux horaire de 8,03 € dans la limite de leur durée contractuelle. Alors 8,03 €, c'est bien le taux horaire net correspondant au SMIC minimal. Donc oui, c'est la réponse que nous avons eue de la DGEFP. Alors oui, effectivement, ce sera 8,03 multiplié par le nombre d'heures de travail correspondant à ce temps partiel, donc en fonction de sa durée du travail. Nous avons juste une interrogation parce que ce qui est indiqué dans l'ordonnance qui prévoit l'extension de la RMM aux salariés à temps partiel, c'est de dire que si le taux horaire du salarié est inférieur au SMIC, du salarié à temps partiel, eh bien ce taux horaire doit être ramené à son taux à temps partiel. C'est une formulation qui nous semble un tout petit peu portant à confusion en tout cas, et la confirmation que nous avons eue oralement par la DGEFP sur ce dispositif, c'est qu'effectivement, pour tout le monde, même les salariés à temps partiel, une heure sera indemnisée à hauteur de 8,03 €, c'est le montant plancher net. Qu'une personne travaille, c'est vrai, 20 heures par semaine ou 35 heures par semaine, le montant horaire du SMIC est le même. Ce sera 8,03 €. Ce qui va après différer, c'est le montant global, puisqu'on va multiplier par la durée du temps partiel ou la durée temps complet. Alors, hop, en 13e mois. Dois-je calculer le SMIC net de l'entreprise en tenant compte du taux prévoyance et frais de santé de l'entreprise? Alors, je pense que c'est en référence certainement au calcul de l'activité partielle et donc à la RMM. On considère que pour calculer cette rémunération nette mensuelle minimale, il faut tenir compte des cotisations sociales obligatoires. Donc, après avoir avec la caisse, mais en théorie, on aurait tendance à dire qu'on ne les inclut pas. Après, à confirmer, tout dépend en fait également du type de taux prévoyance frais de santé. En tout cas, dans le calcul, je dirais, de droit commun, eh bien, on prend 20,84%. On prend vraiment strictement les cotisations salariales obligatoires. Alors, si la durée des heures non travaillées, hop, je reviens, voilà, réel, exemple 154 heures, est supérieure à l'horaire mensuel, faut-il limiter le calcul de l'absence à l'horaire mensuel? Non, pas nécessairement. Le calcul de l'absence est indépendant du calcul de l'indemnité. Pour le calcul de l'absence, il est préconisé par les juges. C'est la seule méthode reconnue juridiquement, même si on peut bien évidemment en appliquer une autre à condition de ne pas être moins favorable. Il est préconisé d'appliquer la durée réelle. Donc le calcul de l'absence est bien indépendant du calcul du taux d'indemnité.
Comment sera notée l'activité partielle sur le bulletin? Alors sur le bulletin, il y a différentes mentions obligatoires introduites par, il me semble que c'est le décret, entre décret et ordonnance parfois on s'y perd, c'était le décret du 25 mars, c'est ça. Et ce décret prévoit de mentionner à titre obligatoire donc sur le bulletin le nombre d'heures indemnisées, le taux appliqué pour le calcul de l'indemnité d'activité partielle versée aux salariés et la somme versée au titre de la période considérée. Sachant que, étant donné qu'il y a beaucoup d'autres évolutions actuellement dont il faut tenir compte, il y a quand même des dispositions transitoires qui permettent de ne pas appliquer dans l'immédiat cette obligation et ce changement de mention obligatoire sur le bulletin. Donc dans l'immédiat, je ne suis pas sûre que ce soit modifié sur les prochains bulletins, puisqu'on peut continuer de remettre un document annexe pendant encore 12 mois. Peut-être qu'il y aura d'ailleurs un modèle d'arrêté prochainement publié reprenant donc plus précisément comment l'affichage de ces nouvelles mentions. Alors, y aura-t-il des arrêts de travail non subrogés? Oui, c'est effectivement la subrogation n'est pas obligatoire, donc tout dépend effectivement des des conditions et de la procédure d'indemnisation, je dirais. Alors, pouvez-vous reparler de l'indemnisation des heures chômées pour les alternants et en contrat de professionnalisation? Indemnisation à 100%. Alors non, ce que prévoit, je pense que vous pensez à l'indemnisation activité partielle. Ce qui est prévu par, c'est l'ordonnance du 27 mars, il me semble, c'est tout simplement que le taux horaire d'indemnisation doit correspondre au taux horaire, au pourcentage de SMIC applicable. Donc il y a un tableau de rémunération applicable qui détermine la rémunération applicable pour les apprentis et contrats de professionnalisation. Eh bien, il faut prendre en application du pourcentage mensuel applicable au contrat de professionnalisation en fonction de son âge et de son niveau de diplôme notamment. Donc pas nécessairement un maintien à 100% de leur rémunération, non. Il faut reprendre ce tableau et ensuite c'est ce qui permet de déterminer l'indemnisation d'activité partielle. Peut-on cumuler l'activité partielle et le télétravail? Alors, sont deux choses différentes. La règle de principe, c'est effectivement de recourir au télétravail si c'est possible. J'ai envie de dire, tout dépend de la situation. Il faut encore une fois justifier la demande d'activité partielle, remplir les motifs. S'il y a des difficultés économiques, des difficultés d'approvisionnement, ce n'est pas incompatible. Peut-être que effectivement, en raison de ces difficultés économiques, à cause de cette crise sanitaire, eh bien l'entreprise est contrainte de réduire son horaire de travail et en parallèle elle peut effectuer du télétravail. Donc par conséquent les personnes subissent une réduction, les salariés subissent une réduction d'horaire, mais ils peuvent effectuer du télétravail, donc ils peuvent être en télétravail et en activité partielle. Par contre, encore une fois, il faut effectivement remplir les motifs et justifier. Il ne faut pas hésiter d'ailleurs dans vos demandes d'autorisation préalable d'activité partielle à axer vraiment sur les vraies difficultés rencontrées liées au Covid-19. Et si le salarié est en congé maternité avant le confinement et que le confinement, et que l'intégralité du service auquel il appartient est mis en activité partielle à compter du 31 mars, est-ce que l'activité partielle remplace la maternité? C'est une bonne question. Alors, il faut savoir qu'on a un principe en droit du travail qui est de dire qu'on a le principe de première cause de suspension du contrat. Par conséquent, j'ai envie de dire que non. Ceci dit, je ne pense pas qu'on ait eu de réponse de l'administration à ce sujet. Donc, par conséquent, selon le principe de première cause de suspension du contrat, la personne resterait en congé maternité.
Maintenant, peut-être à confirmer avec les directs pour savoir justement le sort de ces salariés qui ont déjà une suspension de contrat en cours. Excusez-moi. Pouvez-vous reparler de l'indemnisation des heures chômées pour les stagiaires? Alors pour les stagiaires, je n'en ai pas parlé parce que les stagiaires ne sont pas visés par l'activité partielle. On a parlé des apprentis et contrats de professionnalisation, ce sont deux choses différentes, hein. Le stagiaire est lié par une convention de stage et non pas un contrat de travail. Et les stagiaires ne sont pas visés par ce dispositif d'activité partielle. Donc en théorie, il n'y a pas d'obligation de leur verser une indemnisation pour compenser l'absence de versement de la gratification des stagiaires. Alors c'est une question à laquelle je crois avoir répondu, mais peut-être qu'il faut, comme c'est important, je vais en reparler. Si l'indemnité de la convention collective, donc là on parle de l'activité partielle, prévoit une indemnisation, mince, où est partie la question? Je crois que c'est prévoit une indemnisation à 100%, donc plus favorable, ou en tout cas plus favorable. Est-ce qu'on sera indemnisé à 70% ou est-ce que ça se traduit comment ça se traduit en paye? Est-ce qu'il faut faire une différence? Encore une fois, effectivement, légalement, l'entreprise a une obligation de verser 70% de la rémunération brute. Si en l'application d'un accord ou même de la volonté unilatérale de l'employeur, l'entreprise verse davantage. En paye, ce sera, ce sera transparent puisqu'on va tout simplement appliquer une absence activité partielle et faire une indemnisation qui sera tout simplement un taux d'indemnisation. Au lieu de mettre 70%, eh bien ce sera peut-être 90, 95% ou 100%. Simplement, la différence, elle se situera au niveau du remboursement fait par l'État auprès de cette entreprise. Le remboursement sera plafonné aux 70% légaux et même dans la limite de toujours de ces 4,5 fois le SMIC. Doit-on intégrer les rémunérations variables individuelles, type commission, dans le salaire de référence pour l'indemnité d'activité partielle? Alors, pour reprendre ce qui a été dit précédemment, et c'est une bonne question, le salaire de référence de l'activité partielle, on prend le salaire de référence qui sert au calcul de l'indemnité congé payé selon la règle du maintien de salaire. Sachez qu'on a également la règle du dixième. Alors pour faire une petite aparté là-dessus, selon la règle du maintien de salaire, généralement on prend le salaire du mois précédent, considérant qu'il faut prendre les éléments de salaire qu'aurait perçu le salarié s'il n'avait pas été en congé. Donc on prend les éléments de salaire habituels et dans le dixième, on peut intégrer les primes annuelles, les éléments qui ont une périodicité de versement supérieure au mois. Et concernant, plus particulièrement le salaire de référence activité partielle, si on prend strictement le maintien, par défaut, ces commissions ne sont pas nécessairement intégrées. Par conséquent, par contre, il est tout à fait possible de demander de les intégrer et c'est à vous de nous faire part des éléments de salaire qu'aurait dû percevoir le salarié et qu'il faut intégrer dans ce maintien. Et si ces commissions auraient dû être perçues, il est possible de les intégrer. Alors, je vais prendre encore une ou deux questions parce que le temps passe et nous avons quasiment terminé. Serait-il possible de revenir sur la possibilité de reporter la participation et l'intéressement? Effectivement, je suis peut-être passée un petit peu vite. L'ordonnance du 27 mars a prévu la possibilité pour les entreprises de reporter le versement ou l'affectation des sommes liées à la participation et l'intéressement et l'affectation sur des plans d'épargne au 31 décembre. Simplement, pour les personnes, donc pour les entreprises qui ont un exercice calé sur l'année civile, il y a normalement une date limite de versement ou d'affectation légale qui est fixée au 30 juin. Pour permettre aux entreprises de faire face aux difficultés rencontrées au cours de cette crise sanitaire, cette date limite est tout simplement reportée au 31 décembre. Donc il est possible, si nécessaire, de verser plus tardivement les sommes ou de verser ou d'affecter plus tardivement les sommes liées à l'intéressement et la participation pour les salariés.
peut-on imposer des congés payés s'il n'y a pas de CSE dans notre société? Alors, pour les nouvelles règles d'assouplissement exceptionnel concernant la prise des congés, il faut nécessairement un accord collectif. Donc, pas nécessairement effectivement le CSE, mais un accord collectif sur la prise des congés. Sans accord collectif, effectivement, eh bien le texte est assez clair. Il n'est pas possible d'aménager la prise des congés payés. Par contre, on peut envisager l'aménagement d'autres jours de repos qui ne seraient pas des congés payés. Je pense à des RTT, des jours de repos, convention de forfait jour, par exemple. Et là, il y a plus de latitude laissée aux entreprises pour aménager les dates ou imposer la prise de jours. Si le salarié est à temps partiel, et alors donc à 50%, doit-on proratiser l'acquisition des RTT à 50% aussi? Alors là, je vous dirais, tout dépend de ce qui est prévu dans votre accord. Les RTT ne sont pas définis légalement. Souvent, ils viennent en compensation d'une durée du travail supérieure à la durée légale. Et tout dépend après les modalités d'acquisition des RTT. On peut avoir une logique forfaitaire et donc même s'il y a une suspension de contrat, eh bien ça ne doit pas impacter l'acquisition des RTT, ou bien une logique effectivement en fonction eh bien des éventuelles suspensions de contrat. Et là, il faut voir si l'accord prévoit des dispositions relativement à l'activité partielle et si concrètement l'activité partielle peut réduire les bénéfices des RTT. Sachez qu'au niveau des congés payés, ce n'est pas possible par contre. Alors, je vais prendre une ou deux dernières questions. Il y en a encore beaucoup. Si le temps partiel commence au 1er avril, le salarié peut-il poser des congés payés ou des RTT pour combler afin de décaler la mise en place de son temps partiel? Il faut bien comprendre que les possibilités laissées aux entreprises pour aménager la prise des CP ou des RTT concernent les jours acquis. Le salarié, je comprends qu'il n'a pas encore démarré son contrat. Il va le démarrer le 1er avril ou il vient juste de le démarrer. S'il n'a pas encore acquis de congé, il ne peut pas effectivement bien se voir imposer des congés. Il faut vraiment que ces jours soient acquis. Alors, oups. Alors, je vais prendre une dernière question sur les congés payés. Quelle période de salaire de référence congés payés doit-on prendre pour calculer le taux d'indemnisation de l'activité partielle? Alors, encore une fois, l'activité partielle, pour calculer l'indemnisation, on prend le salaire de référence correspondant au maintien de salaire CP. Et maintien de salaire CP, eh bien, il faut prendre le salaire du mois précédent les congés, donc le mois précédent l'activité partielle, en tenant compte des éléments donc du maintien. Donc concrètement, vraiment le mois précédent l'entrée en activité partielle en application des règles concernant le maintien de salaire. Bien, je vous remercie à tous en tout cas pour vos questions. Je vais devoir clore ce webinaire par rapport au temps qui nous était imparti. Alors, dans tous les cas, merci à beaucoup d'avoir suivi cette présentation. Vous recevrez dès demain le replay dans son intégralité. Donc, vous étiez très nombreux ce matin. Alors, nous n'avons pas pu répondre à toutes vos questions. J'espère quand même que vous avez des éléments de réponse. Si vous êtes client ADP, il y a la ligne sociale. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nos experts. Sinon, eh bien, contactez votre interlocuteur ADP. Bon courage à tous et puis je vous souhaite une excellente journée.